Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Bienvenue dans Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le 15 décembre et voici le tout nouvel épisode avec l'invité du Trendstalk. Aujourd'hui, Olivier Mouton reçoit Julie Van den Brande, CEO de Prego. Il s'est passé plein de choses en un an et demi. Déjà, on a ouvert 5 magasins. C'était déjà un beau challenge en soi, mais on a aussi énormément fait évoluer le concept. La gastronomie italienne fait vibrer les papilles des Belges. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans cet univers délicieux. À l'honneur, un concept bien singulier qui rend les pâtes fraîches accessibles à petit prix. Prego. Julie Van den Brande, CEO de l'entreprise, commence cet entretien en nous racontant son histoire. L'invité du Trendstalk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui fait son actualité. Eh bien, écoutez, là, donc ça fait maintenant, donc on a ouvert notre premier point de vente en avril 2023. Qui était à Bruxelles, à Stockel, c'est ça ? À Stockel, exactement. Donc ça fait un petit peu plus d'un an et demi maintenant qu'il est ouvert. Et on est aujourd'hui à un stade du projet où on va vraiment pouvoir commencer à accélérer notre expansion. Il s'est passé plein de choses en un an et demi. Déjà, on a ouvert 5 magasins. C'était déjà un beau challenge en soi. Mais on a aussi énormément fait évoluer le concept parce que donc, pour rappel, au départ, l'idée c'était de proposer en fait des plats de pâtes en kit à nos clients, qui n'est plus qu'à les réchauffer en 4 minutes chrono dans une casserole avec un petit fond d'eau. Bref, le process était super simple et ça permettait vraiment de proposer un plat de pâtes de qualité parce qu'on le mangeait au moment où on le dressait. Mais ça n'a pas pris suffisamment en tout cas. Voilà, en fait, on a vu qu'on n'arrivait pas à atteindre notre target de chiffre d'affaires. On vendait des lasagnes comme des malades, mais des plats de pâtes presque pas. Et donc là, on s'est dit, OK, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ces kits. Et en fait, en analysant plus en profondeur le comportement des clients, on a vraiment remarqué qu'en fait, quand ils vont chez le traiteur, c'est pour se simplifier la vie. Et quand ils veulent se simplifier la vie, c'est jusqu'au bout. Ils veulent pouvoir prendre un plat qu'ils vont réchauffer au micro-ondes ou à la poêle, et c'est tout. Mais donc là, on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour trouver en fait une qualité de plat de pâtes à réchauffer ? Parce qu'il faut être honnête, ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché en plat de pâtes à réchauffer directement généralement, on dit c'est pas bon. En tout cas, c'est pas satisfaisant. Bon. Ouais. Voilà, parce que la pâte, c'est un produit un peu comme une éponge. Elle absorbe la sauce, elle est surcuite, elle est molle, c'est pas bon. Donc, comment est-ce qu'on allait trouver la parade pour arriver à proposer une qualité de plat suffisante ? Donc là, on a énormément recherché. Enfin, pas moi, surtout mon associé Jean-Pierre, qui est en charge de toute la partie recherche et développement. Et en fait, il a trouvé la manière de proposer un plat déjà dressé, qui n'a plus qu'à réchauffer au micro-ondes ou à la poêle, et qui est vraiment digne des meilleurs restaurants italiens. Alors, juste pour revenir au début de l'aventure, parce qu'en fait, on en parlera aussi, vous avez travaillé avec Yvan Verhoefstraten, qui était le CEO de Medi-Market, et il y avait un peu cette idée de créer quelque part une formule accélérée de développement d'une entreprise aussi, c'est-à-dire avec une vraie ambition derrière. Si je me rappelle, vous avez fait une cuisine qui était déjà d'une taille pour absorber la croissance, donc ça veut dire qu'il y a un vrai projet entrepreneurial derrière ça. Oui, tout à fait. On a vraiment voulu voir grand tout de suite. Ça, c'était vraiment le challenge de départ du projet. On s'est dit, si on veut aujourd'hui proposer des solutions repas abordables pour les clients, il n'y a pas de secret, il va nous falloir du volume. Il faut qu'on arrive à ouvrir rapidement et pour avoir du volume, il faut qu'on crée dès le départ notre cuisine centrale qui va nous permettre vraiment d'accélérer l'expansion. Parce que c'est un fameux pari quelque part. C'est un très gros pari. Oui, il faut être fou en fait pour faire ça. Ça, on se le dit tous les jours, on est fou. Mais c'est ça qui nous a motivés dans ce projet en fait. C'est vraiment ce challenge. Et c'est ça qui le rend aussi passionnant, quoi. Et en même temps, comment faire en sorte d'être différent ? Parce qu'on l'a dit, la gastronomie italienne, on parlera de votre amour pour ça, mais la gastronomie italienne, c'est quand même quelque chose qui est déjà bien présent, donc il faut se faire une place sur le marché. Oui. C'est un peu votre spécificité aussi de travailler à ça, je pense. Tout à fait. Donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment une cuisine que les Belges adorent. Et le moyen de se différencier, en fait, il était assez simple. C'est la manière de
de le distribuer aux clients. Aujourd'hui, si je veux manger un bon plat de pâtes fraîches, je peux aller au restaurant, mais c'est devenu cher le restaurant, j'y vais pas tous les jours non plus. Je peux acheter des pâtes fraîches en grande distribution, mais c'est souvent des pâtes fraîches industrielles. Et donc, avoir accès à un bon plat de pâtes fraîches, c'est vraiment pas si évident que ça aujourd'hui. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu proposer, donc d'avoir une top qualité, mais en gardant toujours à l'esprit que notre objectif, c'est d'avoir les prix les plus abordables possibles. Parce que les gens ont besoin de plus en plus de solutions repas, mais leur pouvoir d'achat, il n'a pas augmenté. Et justement, j'allais dire, le contexte dans lequel vous êtes arrivé, à la fois question de pouvoir d'achat, peut-être des chaînes d'approvisionnement, ça je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire que c'est un contexte qui était en même temps aussi, je ne vais pas dire hostile, mais en tout cas un peu contraire? Évidemment, c'était pas... Voilà, c'est... À la fois, des moments comme ça, c'est à la fois compliqué de se lancer, mais en même temps, c'est des opportunités. C'est un moment où il y a beaucoup d'opportunités, où justement, il faut réinventer les modèles, il faut oser voir les choses différemment et oser lancer les choses différemment. Et ce que vous avez fait, c'est-à-dire trouver une autre manière de présenter les choses. Vous aviez travaillé avec Yvan Verhoef-Straton sur Medi-Market. Vous n'étiez pas chez Medi-Market, mais vous étiez dans un bureau qui l'accompagnait. Donc vous étiez un peu déjà sur toute cette étude des marchés, des concepts, des possibilités. En fait, c'est un peu votre core business. Exactement. En fait, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le marketing, dans une agence qui était vraiment spécialisée dans l'analyse du comportement du shopper. C'était super intéressant. On étudiait en fait la boîte noire qu'il y a dans le cerveau des consommateurs pour arriver à comprendre, en fait, parce qu'on sait tous qu'il y a un monde de différence entre ce qu'un consommateur dit qu'il fait et ce qu'il fait réellement une fois qu'il est en acte d'achat. Ah oui, il y a un monde de différence. Et donc, en fait, on analyser justement ça pour essayer d'anticiper au mieux. Ses besoins, ses réflexes surtout, voilà, en fait. Exactement. Et donc, on a accompagné beaucoup de retailers pendant plusieurs années là-dessus. Et en 2003, mon tout premier client, c'était Daily Traiteur. Qui était déjà une initiative d'Yvan à l'époque. Voilà, exactement. Et donc, en fait, notre mission, c'était de créer le nouveau concept Daily Traiteur. Et à ce moment-là, le directeur des opérations, c'était Yvan. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ça a été notre première collaboration. Et puis après, pendant 20 ans, on a collaboré sur d'autres projets, le lancement de Divine Cuisine, et puis bien sûr, le lancement de Medi-Market. Mais qui, pour Trends Tendance, était important, vu qu'il a été manager de l'année avec ce projet-là, mais en fait, qui a été une belle réussite. Un très beau projet, oui, un très beau projet qui a aussi démarré vraiment par une question de est-ce qu'il y a du potentiel? On fait une étude pour voir s'il y a du potentiel, et s'il y a du potentiel, comment est-ce qu'on doit se positionner pour y arriver? Parce que ça paraît plus évident, a priori, pour une parapharmacie, enfin des produits comme ça, que pour un traiteur italien. Mais qu'est-ce que ça disait au départ? En fait, il y a une part de, vous dites, il y a une part de folie, il y a une part d'intuition, j'imagine. Il y a quand même une part d'analyse rationnelle. Qu'est-ce que ça dit au départ quand vous vous lancez dans cette aventure? Mais donc, en fait, l'idée au départ, c'était de lancer une chaîne de restaurants fast casual. Donc, c'est ça qu'on a étudié au départ, mais on a vu que le potentiel, là, il était quand même assez compliqué. Et donc, on a fait pivoter l'étude parce qu'en fait, on a senti qu'il y avait il y avait vraiment une opportunité sur la partie traiteur. Aujourd'hui, les gens... Parce que ça n'existait pas, en fait, le traiteur existe, mais il ne s'est pas réinventé et il ne répond pas aujourd'hui aux besoins des consommateurs. C'est vraiment ça. Quand on écoutait les besoins des consommateurs, en fait, c'est le traiteur dont ils ont besoin, mais un traiteur réinventé. Ils ont besoin de solutions repas, ils ont de moins en moins de temps de cuisiner. Les transmissions culinaires ne se sont pas faites, donc il y a énormément de besoins en solutions repas. Mais le modèle du traiteur actuel ne répond pas à leurs besoins. Il est trop cher, il faut faire la file, c'est des prix au kilo, c'est compliqué. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que le modèle aujourd'hui, il y avait vraiment une vraie opportunité de réinventer ce modèle-là. Et ça veut dire que vous aviez déjà vu grand, ça veut dire que vous êtes déjà dit aussi on va se développer en Wallonie-Bruxelles et puis peut-être en France, enfin tout ça est déjà tout à fait. L'étude de marché a été faite déjà sur la France directement en amont, donc on sait qu'on a le potentiel ça va arriver, directement. Tout à fait, ça va arriver très rapidement même. C'est vrai, ça veut dire que vous travaillez déjà sur des projets concrets parce qu'il faut trouver des lieux. Oui, il faut trouver des lieux, il faut trouver la manière de le faire, de le financer, donc tout ça est déjà dans nos préoccupations actuelles. Alors, au départ, c'est aussi un amour de la gastronomie italienne qui pousse à lancer un projet comme ça Oui, évidemment, mais qui n'aime pas la gastronomie italienne, j'ai envie de dire. C'est une bonne question. Voilà, c'est vraiment... moi, ce qui m'a toujours plu dans la gastronomie italienne, c'est sa simplicité. Avec des ingrédients très simples, on peut faire un grand plat. Et finalement, c'est ce qui en fait une cuisine qu'on aime au quotidien. Et c'est vraiment ça. Moi, j'ai aussi toujours été passionnée d'alimentation saine et de l'impact de l'alimentation sur la santé. Et donc,
les cuisines méditerranéennes, elles ont ça dans leur ADN. C'est des cuisines avec des produits de base, non transformés, avec beaucoup d'alternatives végétariennes aussi. Et puis, il y a aussi l'aspect où, en fait, les pâtes, elles ont souvent mauvaise presse, hein. Les pâtes, ça fait grossir. Les pâtes, c'est calorique, c'est pas bon pour la santé. Parce qu'en Italie, elles servent souvent en entrée, en fait. Voilà, aussi. Mais il y a aussi une autre raison à ça. En fait, la manière dont nous, les Belges, on cuit nos pâtes, donc déjà, on mange des pâtes sèches, qu'on cuit un petit peu trop, on les mange pas al dente. Et donc, ça fait que le produit, en fait, a un indice glycémique qui est très élevé. Et donc, en effet, ça a un impact pas forcément positif pour la santé et c'est calorique. Alors que les pâtes fraîches, c'est pas forcément le cas. Les pâtes fraîches, en fait, si elles sont cuites al dente, on a vraiment un indice glycémique beaucoup plus bas. Et donc ça, on travaille beaucoup aussi sur la qualité nutritionnelle de nos produits. Par exemple, nos pâtes fraîches sont faites avec beaucoup d'œufs. Elles sont vraiment hyper protéinées parce qu'on met beaucoup d'œufs au kilo et on travaille avec de la semoule de grains durs qui est aussi hyper protéinée. Et donc, en fait, plutôt que de manger un sucre rapide, on mange vraiment un vrai sucre lent et qui a un impact positif pour la santé. Donc ça, c'est très important aussi pour nous. Alors, j'imagine que quand on lance un projet comme ça, il faut aussi des fournisseurs de produits. On sait que dans la gastronomie, les produits sont importants. Est-ce que c'est facile, ça, de créer son réseau? Alors, non, c'est certainement pas facile, surtout qu'on est très exigeant. On est très exigeant à 2 niveaux, en fait. D'abord, il y a toute la problématique autour du sourcing sur qu'est-ce qu'on va sourcer en local, qu'est-ce qu'on va sourcer en Italie, parce que ça doit venir d'Italie pour être qualitatif, pour avoir le moins d'impact possible, évidemment, sur l'environnement. Donc, il y a déjà cette problématique-là. Et puis, la deuxième, je le disais juste avant, la cuisine italienne, c'est très peu d'ingrédients et très simple. Mais du coup, pour que ce soit bon, il faut que ce soit des ingrédients de qualité. Oui, voilà, c'est ça qui fait la différence. Enfin, après, il y a évidemment la recette et tout ça. Mais Exactement, mais c'est vraiment la qualité des ingrédients qui fait la différence. Et donc, c'est un challenge au quotidien de trouver les bons produits, de challenger les fournisseurs. En veillant à ce que les coûts ne soient pas démesurés, parce que j'imagine que dans votre équation, il y a ça aussi. Exactement. Et donc, vous y arrivez. On y arrive, bien sûr. Et comment on finance un projet comme ça? Parce qu'on l'a dit au départ, vous avez vu grand. Il y a quoi? Il y a sans doute peut-être le fruit des expériences passées qui permet de porter un nouveau projet, mais bien sûr. C'est un projet qui a besoin de beaucoup de financement, évidemment. On a donc non seulement on doit financer nos investissements pour grandir, on a eu de gros investissements, notamment notre cuisine centrale, l'ouverture de nos magasins, mais on doit aussi financer du cash burn parce que c'est un concept en fait qui sera rentable, breakable qu'à partir d'un certain nombre de points de vente. Donc c'est pour ça que la rapidité d'expansion. Je ne veux pas briser. Aujourd'hui, on est autour de 18 points de vente. Il faudrait le jour où on aura 18 points de vente, on arrivera vraiment à breaker le modèle. D'où la nécessité d'une expansion rapide. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une cuisine centrale dès le départ, pour vraiment pouvoir nous permettre de scaler très rapidement, tout en conservant absolument la qualité et la constance de nos produits. Ça, c'est vraiment le plus important, parce que quand on démarre dans une petite arrière-cuisine, non seulement la qualité du plat dans le magasin A, elle n'est pas la même que dans le magasin B, mais au plus on grandit, au plus on risque de perdre la qualité du produit. Est-ce que ça veut dire qu'un des défis importants, c'est un peu votre core business aussi, le marketing, l'image que vous véhiculez? Ça veut dire qu'il faut que Prego imprime dans l'esprit des gens? Exactement. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment important. On investit beaucoup en communication, en images, dans le visuel de nos produits. Voilà, ça, c'est vraiment très important. Puis un deuxième défi, c'est les lieux. Ce sont les lieux. C'est le défi principal. J'imagine que trouver un endroit bien situé, qui soit un peu marquant, etc., c'est facile, ça? Alors, oui, donc non. Oui et non. C'est-à-dire qu'on est évidemment... On doit ouvrir vite, mais on ne doit pas ouvrir n'importe où. Aujourd'hui, l'expérience de nos 5 premières ouvertures nous permet de savoir quels sont les emplacements dans lesquels on va bien fonctionner, un peu moins bien. Vous étiez à Stockel, je sais que vous êtes à l'Esplanade à Louvain-la-Neuve, je pense. Voilà, on est au shopping de Belle-Île à Liège, on est sur la place Flaget. Donc des endroits de passage. Voilà. En tout cas, ce qu'on voit clairement, c'est que ceux qui surperforment, ce sont les magasins dans les shoppings. Là, il y a vraiment... et donc, on cherche des emplacements. L'emplacement est clé dans notre concept. C'est vraiment... il faut pouvoir ouvrir rapidement, mais il faut pouvoir ouvrir au bon endroit.
Et ça, c'est ce qui se prépare maintenant pour la suite, dont la France, par exemple. J'imagine que voilà. c'est le genre Alors de la choses- France est dans les projets encore carton, on va dire, mais assez proche. Par contre, très concrètement, l'année prochaine, on compte ouvrir 10 points de vente. Donc ça va aller. Donc vous approcherez du break-even. Voilà, on approchera. Notre objectif est d'atteindre le break en début 2026. Ouais. Donc ça donne des perspectives. En même temps, c'est un fameux défi. J'imagine que Ah oui, ouais. qu'il faut travailler corps et âme pour se dire qu'on peut y arriver. Oui, exactement. C'est vraiment un vrai défi parce que, comme je disais, il faut aller vite, mais il ne faut pas se tromper. Et c'est vraiment cet équilibre qu'il faut arriver à trouver. Est-ce qu'un autre défi, c'est le personnel? Est-ce que, parce qu'on dit souvent que Ouais. dans l'ORECA, l'ORECA. je ne sais pas si c'est comparable, mais que c'est difficile à trouver. Mais- Bon, là, vous ne travaillez pas dans les mêmes horaires, je présume. Donc peut-être que Voilà. ça permet d'éviter un obstacle. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment ce qui nous permet aujourd'hui. Donc, le personnel est toujours un défi et ce sera toujours un défi, mais on a vraiment essayé de le limiter un maximum, justement en optant pour un concept traiteur plutôt que restauration, parce qu'on a des horaires beaucoup plus sympas à proposer. Il n'y a pas de service coupé, on finit pas tard le soir. L'autre avantage qu'on a aussi, c'est qu'on est une start-up. C'est gai, en fait, pour les collaborateurs, une start-up. On est proche du management, on peut échanger des idées, on peut participer à l'évolution du projet. Voilà, les gens ont envie, en fait, de participer au projet. Et puis aussi, de nouveau, le fait d'avoir créé une cuisine centrale, c'est aussi pour contrer cette problématique-là. Parce que recruter des cuisiniers, aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. S'il fallait recruter un cuisinier par magasin, le challenge serait tout autre, quoi. Oui, en même temps, il faut des cuisiniers dans la cuisine centrale. Donc, plus vous produisez, plus il en faudra ou pas, non? Mais c'est centralisé, exactement. Ça permet une échelle plus grande, quoi. Voilà, tout à fait. Donc ça réduit quand même le problème, même si ça reste un challenge, c'est certain. Et alors, dans votre projet, donc toujours en imaginant cette volonté d'aller vite et grand, en tout cas dans le plan tel qu'il est conçu, il y a aussi la volonté de faire des franchises. Ça doit être... Oui, ça bien doit sûr. être, enfin, c'est Oui. le chemin naturel ou bien... Exactement. Alors, ce n'est pas encore prévu à ce stade-ci parce qu'on a vraiment envie de garder la main le plus longtemps possible sur le concept, le temps de l'affiner, d'avoir vraiment le concept optimal, surtout aussi le temps de mettre des process très stricts en place avant de pouvoir passer à l'étape de franchise. Mais ce sera clairement Parce que quelque part, déjà, l'évolution du produit tel que vous l'avez fait, c'est qu'à un moment, il faut ajuster pour que ça Oui. fonctionne, enfin, pour que ça décolle, ce qui semble être le cas Exactement. maintenant. Exactement. Et puis après, pouvoir reproduire une fois que le concept est... Voilà, exactement. Et donc ça, c'est vraiment le défi qu'on a rempli cette dernière année. C'est vraiment d'ouvrir des magasins, de tester différents types de lieux, de faire évoluer le concept. On a fait évoluer le concept dans les nouveaux magasins, mais on a aussi surtout fait évoluer le concept dans les magasins existants, parce que c'est le meilleur moyen de voir en fait l'impact d'un changement. Et on n'a pas dû attendre longtemps pour voir l'impact. On a vraiment, dans les magasins comme Stockel, qui ont été remodelés en décembre l'année dernière, le chiffre a boomé du jour au lendemain. Donc voilà, on a directement su Parce que ça qu'on était dans le répondait bon. justement là à l'attente. Voilà, exactement. Est-ce que dans les attentes que vous rencontrez ou pas, il y a la nécessité de créer des nouvelles recettes, des nouveaux goûts? Les gens sont plutôt conservateurs. Comment Alors, c'est très... donc, le plat qu'on vend le plus, ça reste le spaghetti bolognaise et la lasagne bolognaise. Il n'y a pas de... Donc les gens sont quand même un peu conservateurs. Mais par contre, il faut de la nouveauté. Même si ce n'est pas ce qu'on vend le plus, c'est ce qui dynamise l'offre. C'est vraiment très, très important. Et on a beaucoup travaillé à l'élargissement de l'offre, notamment sur les produits qui ne sont pas des pâtes. Donc, on a développé des escalopes panées, des arancini, des légumes grillés, des pommes de terre rôties. Enfin, voilà, on a développé toute une gamme de produits qui a été un fameux challenge parce qu'on a décidé de tout produire nous-mêmes dans notre cuisine centrale pour vraiment toujours dans cette optique et cette obsession de la qualité produit, pouvoir s'assurer que ce qu'on propose est qualitatif. Et donc ça veut dire quoi, se recréer des choses tous les mois? Enfin, est-ce qu'il y a un rythme? Pour l'instant, c'est permanent. L'idée, à un moment donné, est évidemment de se stabiliser et puis d'avoir un calendrier de nouveautés et de roulement de produits qui vient petit à petit compléter la gamme, quoi. Et pour l'instant, on teste tout. Vous êtes une amoureuse de l'Italie aussi? Enfin, c'est un endroit où vous allez souvent ou bien où... Oui. Souvent, j'ai pas été souvent en Italie, en fait, mais c'est sûr que c'est un pays, voilà, on a envie, enfin, c'est l'atmosphère de l'Italie qu'on aime.
Alors, vous êtes une femme aussi. Est-ce que, on l'a dit, vous étiez quelque part en accompagnement de projets entrepreneuriaux. Maintenant, c'est vous qui êtes au front, j'allais dire. Oui, est-ce que tout à fait. ça se passe comment ? Ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Pour moi, personnellement, je n'ai jamais senti le fait d'être une femme comme un défi supplémentaire dans cette aventure. Bien au contraire, je pense que les femmes apportent justement peut-être plus d'intuition, plus de sensibilité, moins d'ego. Et tout ça, c'est des qualités qui sont quand même nécessaires dans l'entrepreneuriat. Et donc non, je suis très contente d'avoir sauté le pas. Et en même temps, c'est pas une vie facile ou bien ça va, Ah, c'est pas une vie facile, ça c'est sûr. Hein. C'est vrai, surtout en tant que femme. Voilà, je suis maman de 3 enfants et donc c'est pas facile tous les jours. Et de combiner tout ça. Voilà, on parle toujours de l'importance de trouver des bons associés pour se lancer dans le business, mais on parle rarement de l'importance d'avoir un bon associé à la maison. Et ça, c'est vraiment. C'est votre cas. Voilà, exactement. C'est vraiment ça qui permet justement de pouvoir être autant impliqué, de pouvoir être autant passionné par ce projet. C'est d'avoir vraiment un support familial qui est important. Et c'est facile à vivre, pas tous les jours, j'imagine. Ah, mais non, pas tous les jours, choix, c'est sûr. Hein. Mais... Voilà, c'est sûr. Mais voilà, après, c'est aussi des sacrifices qu'on fait pour pouvoir développer de nouvelles choses, pour pouvoir être un exemple pour ses enfants aussi, pouvoir leur montrer que voilà, dans la vie, il faut travailler, il faut entreprendre, il faut... C'était ça votre moteur? C'était de dire à un moment, j'ai envie de me lancer... quelque part dans les projets que j'ai accompagnés, quoi. Maintenant de le porter vraiment de tout autour. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Quand on crée des concepts pour les autres pendant 20 ans, forcément, le rêve ultime, c'est d'ouvrir son propre concept un jour. Et donc quand Yvan est venu me trouver pour réaliser une étude, pour lancer une nouvelle chaîne... Mais voilà, j'ai tout de suite vu, le projet était intéressant, le projet était hyper ambitieux et je voyais bien dans l'étude que le potentiel était réel. Et donc là, je me suis dit, OK, c'est bon, on arrête tout et on lance ça. Est-ce qu'il y a assez d'entrepreneurs dans l'absolu? Ça participe à cette réflexion-là aussi, de se dire on a besoin de... C'est quand même de plus en plus compliqué d'entreprendre. Hein. C'est sûr que, voilà, comme on le disait tout à l'heure, il faut être fou en fait pour entreprendre parce qu'il y a énormément de bâtons dans les roues, il faut énormément de persévérance, il faut pouvoir être sûr de soi mais pouvoir se remettre en question quand il faut voilà, c'est vraiment, c'est très prenant mais c'est très passionnant. Oui, il faut prendre des risques et en même temps... y consacrer toute son énergie, j'imagine, c'est ça Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment ça le challenge. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, vous dites, la bonne idée était là, le concept a évolué, donc quoi? Est-ce qu'on a un moment serein ou bien pas vraiment, où on se dit, ce sera le moment où on sera rentable vraiment? Exactement, on sera serein que le jour où on sera rentable, ça c'est sûr. Non, il y a encore rempli de challenges, évidemment. On a encore plein de choses à faire, plein de choses à développer. On peut encore aller chercher du chiffre d'affaires potentiel. Il va falloir maintenant, en plus de tout ça, accélérer l'expansion. Donc les challenges sont encore énormes. Est-ce que vous êtes combien pour le moment? Parce que j'imagine que ce n'est pas vous qui allez chercher tous les lieux, qui... Non, mais on n'est pas beaucoup. C'est ça le challenge au départ d'un projet. Aujourd'hui, on est 4 associés actifs. Et on a une personne qui nous aide en interne. Donc plus les gens qui travaillent dans les... Plus tous les gens qui travaillent dans les magasins et à l'atelier. Ouais. Ouais, ça fait quoi? Ça fait en tout une trentaine, quarantaine de personnes ou... Exactement. Ouais. Ça commence à compter. Ouais. Et puis petit à petit, l'idée c'est de croître. Enfin, j'imagine que forcément, chaque fois, il faut intégrer cette croissance-là aussi. Dans l'équipe de la centrale aussi, évidemment. Il faut pouvoir intégrer des district managers, par exemple, qui vont veiller à ce que tout se passe bien dans les magasins. Voilà, tout ça est encore... Donc non, le challenge est loin d'être atteint. On a encore beaucoup de boulot. Et alors, quand vous travaillez sur des idées, des concepts, quelles sont les recettes que vous auriez envie de donner à des gens qui ont envie de se lancer c'est de bien étudier un marché avant tout, j'imagine. Voilà, je pense, et c'est ça qui est très compliqué, parce que ça demande un investissement dès le départ, sans même savoir si l'idée a du potentiel. Donc, c'est pas évident, mais c'est clairement le meilleur conseil qu'on puisse donner. C'est vraiment de prendre le temps d'analyser son marché, de voir s'il y a du potentiel, de voir comment est-ce qu'on peut se positionner avant de se lancer. Parce que, voilà, c'est un investissement de départ, mais ça permet d'économiser beaucoup d'argent par la suite. Je vais prendre l'exemple d'Yvan, justement, qui, après Divine Cuisine,
usine était venu nous trouver avec une autre idée de concept pour qu'on fasse une étude, pour voir s'il y avait du potentiel. Mais l'étude a révélé que non. L'étude lui a coûté cher, mais elle lui a permis d'économiser beaucoup d'argent en ne lançant pas quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Donc ça, c'est vraiment... mais c'est sûr que c'est pas facile de trouver les financements, en fait, aujourd'hui, pour pouvoir... En Belgique, singulièrement ou Oui, je pense que c'est devenu de plus en plus compliqué. Et voilà, après, il y a des subsides, mais voilà, il faut s'y connaître, il faut aller les chercher, mais c'est vraiment, pour moi, le plus important, c'est avant de lancer un projet, d'être... on n'est jamais sûr, parce que le consommateur, il fonctionne d'une manière aujourd'hui, dans 6 mois, il fonctionne autrement, il nous dit qu'il fonctionne comme ça. Donc, on n'est jamais... Vous avez dit, voilà. il exprime quelque chose et en fait, il se comporte autrement. Quoi. Donc, on n'est jamais certain, mais on augmente quand même fortement les probabilités de succès. Et donc, c'est un investissement qui vaut la peine. Et puis après, il faut être amoureux de son produit, ou en tout cas y croire fortement. Ah bah oui. Ça, c'est l'étape d'après. Exactement, ça, c'est vraiment important. Porter l'image. Exactement. Et là, vraiment, voilà, grâce à notre équipe, on a une qualité de produit qui est vraiment dingue. Et c'est pas, voilà, je sais, je suis pas impartiale, mais on a mis au point des outils, évidemment, pour suivre de très près la satisfaction de nos clients. Et les résultats sont au-delà de nos espérances. Voilà, on a vraiment une image de qualité produit qui est très, très, très bonne. Vous avez parlé du côté nutritif. Est-ce que le côté durable est aussi important pour une entreprise quand on la lance aujourd'hui ? Bien sûr. Et comment ça fait partie intégrante du projet. C'est vraiment notre volonté à nous au management, mais c'est aussi la volonté de nos actionnaires. Donc ça, c'est vraiment important. On est sur la même longueur d'onde pour ça. Donc aujourd'hui, on fait déjà notre maximum sur pas mal de points. Si je prends un exemple, sur le sourcing, de vraiment toujours peser le pour, le contre, du sourcing en Italie, du sourcing local. Quand on est en sourcing local, on est en sourcing ultra local. Par exemple, notre viande, on va la chercher chez le boucher on n'a qu'à ouvrir la porte, c'est notre voisin, il est à côté. Le poissonnier, c'est le voisin de gauche. Donc, vraiment ? Voilà, on est vraiment en ultra local. On travaille aussi beaucoup sur les packaging parce que chez les traiteurs et dans les fast-food, on est souvent en packaging craft, carton craft, qui est en fait un packaging qui n'est pas facilement recyclable, qui est produit en Chine. C'est vraiment pas l'idéal en termes d'impact. Et donc, nous, on a décidé de pivoter vers un emballage en plastique qui est 100% recyclable, qui est 100% réutilisable. Donc, en fait, une fois qu'on a terminé son repas, on peut le mettre au lave-vaisselle, on le récupère, il sert de boîte à lunch pour le lendemain et il est fabriqué 100% en Belgique à Nivelles. Donc ça, c'est vraiment des points qui, pour nous, sont importants. Maintenant, on pourrait évidemment faire bien, bien plus encore, mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de proposer un produit de qualité à des prix abordables. Et donc voilà, on va se donner le temps de pouvoir évoluer et on s'est donné comme objectif d'aller vers une démarche Bicorp à partir de 2026 pour pouvoir aller encore plus loin. Alors, on approche des fêtes. Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous préparez pour vos clients ? Oui, évidemment. Donc cette année, on a prévu un menu de Noël et de Nouvel An qui est vraiment, vraiment top. Donc en gros, pour 45 €, le client peut choisir entre 2 entrées, 2 plats et 2 desserts. Il n'a rien à faire. Il a juste à dresser ses petites assiettes le jour J et à faire voyager ses invités en Italie. Donc pour Noël et pour Nouvel An, et voilà. Quoi, il faut commander à l'avance Exactement, il faut commander pour le 18 du 12 pour Noël et pour le 22 du 12 pour Nouvel An. L'Italie s'invite donc à votre table pour les fêtes grâce à Prego. Nous souhaitons en tout cas que les résultats soient à la hauteur des espérances de Julie Van den Brande. Merci à toutes et toutes d'avoir suivi cet épisode du Z-Podcast. On se retrouve demain pour l'info à ne pas manquer. Baptiste Lambert, journaliste au Trends Tendance, reçoit Bernard Michel, économiste au Bureau du Plan, afin de nous parler de la dépendance de l'économie belge vis-à-vis des pays hors EU. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.